pelvien chez les athlètes. Fait que juste l'anatomie rapidement, là, le plancher pelvien, c'est 3 couches de muscles. Il y a superficielle, il y a une couche intermédiaire, puis il y a une couche profonde. Puis tous ces muscles-là, ils ont des attaches différentes dans le bassin. Il y en a sur le rameau pubien, il y en a sur l'épine ischiatique, il y en a sur le coccyx, il y en a même sur le sacrum. Puis ça forme vraiment, là, comme on voit sur l'image ici, vraiment un hamac en dessous des organes. Ça a plusieurs fonctions. Ça a des fonctions urinaires, anorectales, sexuelles. Ça a des fonctions aussi de support des viscères et des organes génitaux. Puis ça a aussi une fonction de stabilisation du bassin, du tronc, des articulations sacroiliaques, puis même lombosacrées. Donc, il y a plusieurs types de dysfonctions qu'on peut avoir au plancher pelvien. Donc, les dysfonctions hypotoniques, ça, c'est la plus commune. Ça fait des symptômes d'incontinence urinaire ou fécale, des urgences, ça peut faire des prolapsus. Il y a aussi des risques de douleur aux articulations du bassin. Puis ça rend aussi la récupération plus difficile quand on a des blessures lombosacrées. Il y a aussi des planchers pelviens qui sont hypertoniques. Ça altère plus la capacité à évacuer des pollakiuries, ça c'est uriné très, très, très souvent. Il y a aussi des dysfonctions sexuelles, plus de douleurs associées à ça, des douleurs pelviennes, puis une hypomobilité sacroiliaque. Puis il y a aussi des déficiences de coordination qui sont un peu des mix de symptômes d'hypotonique puis d'hypertonique. Fait que ça peut, oui, faire de l'incontinence, mais aussi des difficultés d'évacuation. Puis ça fait qu'il y a une mauvaise stabilisation des articulations lombosacrées. C'est un problème chez les athlètes qui est beaucoup plus fréquent qu'on pourrait le penser. Il y a une étude de 2022 là, qui disait que presque 52% des athlètes féminines d'un club d'athlétisme de niveau élite qui souffraient d'incontinence urinaire, puis c'était presque un 20% chez les hommes. Chez une cohorte d'athlètes de 2014, on voyait qu'il y avait 45% de ceux-ci qui rapportaient des symptômes se rattachant à l'incontinence urinaire. Puis chez un sport comme la trampoline, là, on avait même jusqu'à 72% des trampolinistes féminines qui participent au championnat national qui auraient de l'incontinence urinaire durant la pratique de la trampoline. Donc, c'est vraiment pas négligeable. Puis, on voit que chez différentes populations athlétiques, la prévalence peut varier beaucoup, mais demeure quand même assez présente. Là, ça va d'un 15% jusqu'à un 73%. On trouvait intéressant quand même de vous parler dans la population générale à quel point c'est fréquent. Chez la population saoudienne, une étude de 2022 nous disait qu'il y a plus du tiers des femmes là, qui souffraient d'incontinence urinaire. Puis ce pourcentage-là augmentait avec l'âge, l'accouchement assisté et ensuite à la ménopause. Puis une étude, quand même, c'est très surprenant ce pourcentage-là. Chez les femmes qui consultaient pour une lombalgie en Suède, en physiothérapie, bien, 78% de ces femmes-là rapportaient quand même des symptômes d'incontinence urinaire. Si on revient aux athlètes, ce qui rend le dépistage quand même assez difficile, c'est que le niveau de connaissance générale de ces athlètes-là est assez faible. Chez les athlètes de football, basketball, volleyball qui ont été suivis en 2021, bien, 73% n'avaient jamais entendu parler du plancher pelvien, 84% connaissaient aucune de ces fonctions, puis 86% connaissaient aucun traitement relié à ça. Puis on peut ajouter à ça qu'il peut quand même avoir une certaine gêne des athlètes de venir en parler aux professionnels de la santé, donc le dépistage est juste plus compliqué à cause de ça. La prévention, ça va être très intéressante, heureusement. Là. Puis, un programme de prévention aurait des effets bénéfiques sans pour autant avoir d'effets secondaires. Puis, les jeunes athlètes qui auraient cette prévention-là auraient une meilleure adhérence à leur sport. Les facteurs de risque sont nombreux, puis, entre autres, reliés au sport. Comme on a vu tantôt, les trampolinistes, il y avait un gros pourcentage d'incontinence urinaire. Donc, nécessairement, les sports avec plus de sauts, plus d'impact qui vont être plus portés à souffrir de ça. Le nombre d'heures d'entraînement par jour va quand même impacter aussi ça. Le sexe féminin, comme on a vu précédemment, est plus touché par ça, puis particulièrement chez les femmes, mais ceux qui souffrent de triade de l'athlète féminine vont être plus touchés par l'incontinence urinaire. Les troubles alimentaires, les antécédents d'incontinence, ça joue également un rôle. Puis les antécédents de grossesse et accouchement sembleraient jouer un rôle, mais ça, c'est plus mitigé dans la littérature. Si on parle un peu plus de lombalgie en lien avec le plancher pelvien, donc, des choses qu'on a lues dans les études, c'est qu'une grande proportion des femmes qui ont une douleur lombopelvienne, il y aurait une dysfonction du plancher pelvien sous-jacente. Puis les deux problèmes combinés entraîneraient un plus haut niveau d'incapacité. Il y a aussi l'entraînement du plancher pelvien qui diminuerait l'incontinence urinaire de stress, puis la douleur lombaire chez les femmes avec des lombalgies non spécifiques. Puis on a aussi lu dans une étude que l'incontinence est plus fortement associée à la lombalgie que l'obésité ou la sédentarité.
Donc, pour avoir une bonne stabilité de la ceinture pelvienne, on a besoin d'une bonne form closure puis d'une bonne force closure. Fait que la form closure, c'est la congruité des surfaces articulaires qui est assistée par les ligaments. Puis une force closure, c'est les forces compressives des muscles, des ligaments puis des fascias. Fait que le plancher pelvien, lui, joue un rôle dans la force closure. Puis pour continuer là-dessus, dans le fond, pour permettre que les forces générées par les mouvements pour transmettre les forces générées quand on fait un mouvement, c'est essentiel que le form puis le force closure, il s'effectue avec un bon contrôle moteur puis pour avoir une stabilité efficace, en fait. Puis, les muscles du plancher pelvien, ils ont des réactions posturales qui sont semblables aux muscles du transverse de l'abdomen. Par exemple, si on fait une flexion du bras en position debout, ça va être précédé d'une contraction anticipatoire des muscles du plancher pelvien. Pour résumer tout ça, pour avoir une bonne force closure, il faut que les muscles du plancher pelvien soient capables de s'ajuster puis augmenter l'intensité de leur activité musculaire à la force qui provient de l'effort physique pour que la stabilité soit maintenue dans le bassin. Puis aussi, il faut qu'ils soient capables de contracter au bon moment. Fait qu'avoir un bon contrôle moteur puis une bonne coordination. Comment, en physiothérapie générale, on peut prendre en charge ces personnes-là? Bien, l'étape la plus importante, c'est vraiment initialement les questions de dépistage qu'on va poser pour vraiment trouver s'il y a des risques de dysfonction du plancher pelvien. Ensuite, on peut évaluer le contrôle dynamique et faire les tests provocatifs sacro-iliaques. Puis on parle aussi par contrôle dynamique là, des tests kinétiques. On peut évaluer la contraction des muscles du plancher pelvien par voie externe. Puis on peut référer aux besoins en physiothérapie périnéale. Puis ça, c'est vraiment si on n'est pas certain, on a de l'hésitation s'il n'y a pas d'évolution dans notre condition ou selon les réponses aux tests de questions de dépistage. Les questions de dépistage, quelles sont-elles? Bien, elles sont juste ici. Là. Fait qu'on peut demander s'il y a de la douleur qui peut atteindre la région de la selle, périnéale, vulvo-vaginale, testiculaire. On peut aussi questionner sur la difficulté à contrôler la vessie, s'il y a des pertes aussi lors des éternuements ou des gros efforts. On peut questionner s'il y a régulièrement des envies pressantes d'uriner, sur l'impression d'avoir une pesanteur dans la région du périnée, sur la présence de douleur dans la région périnéale lors des relations sexuelles, sur la difficulté à évacuer les selles ou s'il y a de la douleur durant l'évacuation. Puis finalement, on peut questionner la personne si elle sent qu'elle a un besoin là, de pousser lorsqu'elle urine, comme s'il y avait un obstacle. Donc, il y a plusieurs interventions qui sont possibles avec les dysfonctions du plancher pelvien. Pour commencer, on peut faire de l'éducation, juste sur l'anatomie, la physiopathologie, même sur les habitudes de vie, parce qu'on a vu dans les études que juste de changer, avoir des bonnes habitudes de vie, ça a quand même un gros impact sur les dysfonctions. On peut aussi donner des exercices de renforcement, fait des contractions maximales, des contractions rapides. Les contractions rapides sont quand même pertinentes chez l'athlète parce que ça permet au plancher pelvien d'être réactif quand il y a des changements soudains de pression abdominale, par exemple dans les mouvements rapides ou quand il y a des mouvements plus inattendus. On peut aussi donner des exercices de contraction d'endurance. On peut aussi donner ces contractions-là en même temps que d'autres exercices de stabilisation lombaire, par exemple un bird dog, un SLR, un pont. Aussi pour les planchers pelviens qui peuvent être plus hypertoniques, on peut donner des exercices de relâchement, comme des Kegels inversés que la personne essaie de relâcher. Puis souvent, les planchers pelviens hypertoniques, ils ont aussi une faiblesse des muscles associés. Fait que là, j'ai donné un exemple d'exercice, par exemple, l'ascenseur, on fait contracter puis on demande à la personne de descendre jusqu'au sous-sol pour détendre les muscles au complet. Dans certains cas aussi, on peut donner du verrouillage périnéal. Ça, c'est quand il y a un mouvement qui cause une perte ou quelque chose comme ça. On demande à la personne de contracter préalablement pour refaire ce réflexe-là. Puis aussi, les exercices, ils se progressent de coucher à assis vers debout. Fait que debout, il y a plus de pression sur les muscles, fait que ça rend les exercices plus difficiles. Fait que c'est ça la progression la plus avancée. Puis on a vu dans les études aussi que pour développer vraiment les muscles, ça prend un entraînement 5 fois par semaine. Puis pour le maintien par après, c'est 3 fois par semaine. Juste pour faire une petite parenthèse là-dessus, en rééducation périnéale, il y a beaucoup, beaucoup d'autres interventions qui sont possibles. Il y a des thérapies manuelles, il y a du biofeedback, il y a de la rééducation vésiculaire. Il y a plein, plein d'interventions possibles. Puis même médical, en multidisciplinaire, il y a des choses aussi qui peuvent être faites, surtout chez les planchers pelviens hypertoniques. J'ai donné quelques exemples ici aussi.
Donc, si on demande à quelqu'un de contracter le plancher pelvien, ce n'est pas tout le monde qui va comprendre en disant juste de retenir l'envie d'uriner. Fait que j'ai donné des petits exemples d'autres choses qu'on peut dire pour que la personne comprenne. On peut lui dire que c'est la même contraction que si elle veut arrêter son jet d'urine. On peut dire de remonter la contraction comme un zipper jusqu'au pubis. On peut, comme j'ai dit tantôt, là, faire un exercice d'ascenseur, donc de monter le pubis vers le haut. Chez les hommes, on peut dire de relever les testicules. Chez la femme, on peut lui donner comme exemple comme si elle prenait un bleuet sans le briser. Puis pour vérifier s'il y a une contraction. On image ça. Puis pour vérifier s'il y a une contraction, on peut venir palper le transverse de l'abdomen ou voir si notre coccyx fait une petite flexion. Au niveau de la littérature, qu'est-ce que l'efficacité de l'entraînement du plancher pelvien chez les lombalgies est? Bien, c'est pas noir sur blanc, c'est assez mitigé. Ce qu'on nous dit, c'est seulement quelques exemples dans les études, là, mais il y aurait peu d'évidence que l'entraînement du plancher pelvien seul serait supérieur aux soins habituels reçus en physio. Une étude de 2021 dit cependant qu'il y aura un bénéfice significatif au niveau de la douleur à ajouter cette contraction-là à d'autres exercices qu'on fait déjà, comme le ASLR par exemple, si ceux-ci sont réalisés plus de 8 semaines. Par contre, cette étude-là disait que l'évidence de ça était de faible qualité, puis il n'y avait aucune différence qui était constatée au niveau de la fonction. Puis, une étude de 2020 disait qu'il y avait une pertinence moyenne pour diminuer la douleur et l'incapacité fonctionnelle chez les lombalgies chroniques non spécifiques. Mais ce qu'il faut retenir de ça, c'est qu'il n'y a pas vraiment de risque à ajouter cette contraction-là, puis il y a quand même certains bénéfices possibles. Donc, de les combiner à d'autres exercices, ça peut quand même être intéressant. Puis, au niveau de son effet sur l'incontinence urinaire, bien ça, par contre, au contraire, c'est très prouvé comme efficace, puis c'est ce qui est suggéré en première ligne dans le traitement de l'incontinence urinaire à l'effort, donc surtout chez l'athlète, comme on parlait précédemment. En conclusion, là, ce qu'il faut retenir de pourquoi et quand on devrait référer en rééducation périnéale, c'est tout patient qui a des symptômes qui n'évoluent pas tels qu'attendus dans les régions suivantes, donc la région lombaire, pelvienne, sacro-iliaque, coxo-fémorale, ça peut être une douleur à l'aine, abdominale, coccygéenne, puis chez qui il n'y a pas eu d'évolution, même en essayant le McKenzie avec Yann ou avec Maxime, là, à ce moment-là, on peut penser à référer. On ne l'a pas dit, mais si aussi on n'est pas à l'aise avec cette clientèle-là, qu'il y a beaucoup d'hésitation, on peut référer également. Puis, selon les réponses aux questions de dépistage qu'on a posées initialement, donc s'il y a des symptômes d'incontinence urinaire fécale, s'il y a des symptômes de douleur pelvienne, des dysfonctions sexuelles ou des douleurs aux relations, puis finalement, s'il y a des symptômes de lourdeur ou prolapsus, bien ça, c'est toutes des raisons qui nous porteraient à référer en périnéale. Merci. Est-ce qu'il y a des questions? Vous parlez dans le fond que le plancher pelvique pourrait avoir une incidence sur certaines lombalgies. Ouais. Est-ce que vous considérez que, on parle de travailler le transverse, etc., est-ce qu'une combinaison de transverse, plancher pelvien est une option viable ou on est dissocié ou quelque chose comme ça? Qu'est-ce que vous avez vu là-dessus? Ben, en fait, normalement, quand on vient contracter les muscles du plancher pelvien, il y a une activation du transverse qui se fait automatiquement, comme en réflexe, là, une contraction combinée des deux. Fait que quand on entraîne le plancher pelvien, on entraîne aussi le transverse. C'est entraîner tous les autres gros abdos par-dessus. Est-ce qu'il y a des risques à entraîner le plancher pelvien ou le transverse dans le cas où ça serait de la relaxation de ces muscles qui serait plus pertinent? Oui, bien si c'est hypertonique, de ce que j'ai lu puis qu'on a vu dans les cours, c'est que souvent il y a une faiblesse. C'est des genres de muscles que quand ils sont hypertoniques, c'est qu'ils sont faibles. Fait que de venir les contracter, ça peut aider à les relâcher. Mais c'est sûr qu'il faut apprendre à la personne, à quand elle contracte, de venir relâcher aussi. Faut pas qu'elle reste toujours contractée non plus, là, mais oui. Je pense que c'est là la limite quand on ne fait pas d'intravaginal. Ouais. On ne sait pas, non, c'est ça. Parce que ça arrive que tu veux bien faire. Tu donnes un exercice de contraction parce que tu penses que c'est ça. Ouais. Mais que finalement, tu fais juste accentuer l'hypertonicité puis augmenter les douleurs. Ouais. C'est pour ça que je pense que c'est des cas qu'il faut. Eux autres, il faut aller chercher des collègues qui en font parce que. Absolument. C'est ça. Des fois, même les gens qui ont des fuites urinaires, c'est pas nécessairement à 100% de l'eau parce qu'on fait de ce plancher pelvien. Il peut y avoir une espèce d'hypertonicité qui fait que quand ils vont uriner, ça sort au complet. Ils vont avoir l'impression qu'ils ont des fuites urinaires, puis ils vont faire de ça, puis finalement,
Dans l'autre sens, c'est d'abord. Ouais, c'est sûr, c'est plus difficile si on ne peut pas aller voir les muscles qui ont l'air de quoi. Ouais. Ouais. Est-ce que justement, vraiment pour aller évaluer plus objectivement l'efficacité du plancher pelvien sans être interrogénaire, vous avez vu des choses, ou ça passe plus par exemple le subjectif? Ben, il y a beaucoup de subjectifs là, parce qu'on ne peut pas vérifier, mais c'est sûr qu'en allant palper vraiment le transverse, puis en demandant à la personne de venir contracter, tu peux sentir si elle vient de contracter. Si tu ne sens aucune activité du transverse, ben, peut-être qu'elle ne contracte pas bien ou qu'elle ne fait pas la bonne contraction, ou même en venant palper le coccyx. Qu'est-ce que vous voulez dire par la palpation du coccyx en flexion? Ben, on vient palper le coccyx, puis il vient faire une petite flexion quand les muscles du plancher pelvien sont activés. Sur le dos. Ou assis. Ouais, même assis, simplement. tu viens palper de côté. Ça vient faire une petite flexion vers l'intérieur. Mais là, c'est sûr qu'ici, il y a des problèmes de coccyx en plus de ça. C'est peut-être pas valide à 100%, là, mais. Avec la palpation, Ouais. c'est latéral quand ils sont assis. Ouais. C'est ça que tu as décrit. Ouais. Si tu veux donner des exercices, tu t'assures en premier si c'est hypotonique ou hypertonique. J'imagine, parce que si tu donnes des exercices de contraction, c'est ça, Ouais. Ben, si je peux ajouter, dans le fond, il y a des planchers hypertoniques qui quand même vont avoir besoin d'avoir des exercices de renforcement, mais là, c'est sûr qu'on est limité dans l'évaluation qu'on peut faire. Fait que si ça évolue quand même pas, ben là, ça vaudrait la peine effectivement de référer. À la lumière de tout ça, est-ce que ça vaudrait la peine de prescrire des exercices de contraction et de relaxation d'emblée quand on en prescrit, ou c'est un coup d'épée dans l'eau pour la plupart du temps? Moi, je pense que, par exemple, l'exercice de l'ascenseur, comme j'ai dit tantôt, là, je pense qu'elle est quand même pertinente parce que même chez quelqu'un qui serait hypotonique, juste de venir relaxer au complet, de descendre au sous-sol, la contraction, ça peut être. Ça serait pas mauvais. Ça serait pas mauvais. Ça risque pas de nourrir, là, effectivement. Ouais. C'est comme un PNF, dans le fond, mais pour ton plancher pelvien contraire. Ouais, genre. Encore plus. Ouais, c'est ça. Ouais, merci. Ouais, merci. Ça fait plaisir.